Bonjour Kuba, salut, félicitations, merci beaucoup. Ils disent que la 4e place était la pire du monde. Eh bien, on pourrait toujours dire ça selon la façon dont on le voit, mais Dakar, une concurrence extrêmement forte, des concurrents du monde entier qui sont tous champions de la roue depuis leurs sièges respectifs, des noms que pour ainsi dire j'avais autrefois sur des posters dans ma chambre. Donc pour moi c'est vraiment un honneur de pouvoir courir avec eux et eh bien je suis content d'être là où je suis, où nous sommes tout simplement. Oui, parce que ça me fait rire, car moi-même je n'arrivais pas à croire quelles personnes te soutiennent, et on a déjà parlé plusieurs fois du Dakar, qu'il n'y a pas de rallye plus difficile. Je pense que c'est confirmé chaque année. Le rallye est certainement extrêmement difficile. Le rallye Dakar est réputé pour sa difficulté, mais si on y réfléchit bien, il est très facile de prouver à quel point il est difficile. D'abord, on a 2 semaines de course. Chaque jour, on parcourt environ 800 km et les conditions sont très difficiles. Donc, ce sont là les aspects les plus évidents à mentionner. Mais le plus difficile au Dakar, c'est bien sûr la conduite à très grande vitesse. Cette adrénaline, ce stress qui est là, cette épreuve de lutte constante contre les autres concurrents. À chaque instant, l'organisateur essaie simplement de te perdre sur le plan de la navigation. Donc, nous devons constamment nous repérer. Nous devons trouver la bonne route, le temps passe sans arrêt, donc il y a toujours cette pression, ce qui engendre un stress énorme. Eh bien, vous avez ces noms autour de vous, car derrière vous se trouve Carlos Sainz. Je ne sais pas combien de fois il a été champion du monde de rallye. Peter Hansel, Monsieur Dakar. Personne n'a remporté le Dakar plus de fois. Nasser Al-Attiyah qui, eh bien, je suppose qu'il veut juste rattraper Peter Hansel. Je veux dire, eh bien, il ne le rattrapera jamais parce qu'il n'a jamais fait de compétition de moto. Mais il y avait aussi Sébastien Loeb, Nani Roma. Dis-moi, tu es le plus jeune, certainement le plus jeune parmi les premiers de cette équipe, et tu as aussi probablement le moins d'expérience en voiture. Oui, c'est un peu ça. Donc c'est aussi un bon signe que je me bats avec des pilotes qui en fait conduisent des voitures depuis bien plus longtemps, parce que moi, je suis un pilote expérimenté sur le Dakar. Je suis aussi expérimenté dans le sport automobile en général, mais en ce qui concerne uniquement les voitures, cela ne fait en réalité que 5 ou 6 ans, alors que les voitures, par rapport par exemple aux motos, exigent une énorme connaissance théorique, comme savoir comment régler la suspension. Par exemple, en regardant Carlos Sainz, qui chaque matin ajuste ici et là 2 clics sur la suspension, juste pour être un peu plus rapide le lendemain, eh bien, c'est justement cela que j'apprends en permanence. C'est-à-dire m'adapter très rapidement à des conditions difficiles et garder la voiture toujours au meilleur niveau. Travailler aussi dans la voiture avec les ingénieurs, avec la télémétrie, ce sont des choses qu'il faut apprendre au fil des années, car ce n'est pas simplement une question d'appuyer à fond sur l'accélérateur et d'aller aussi vite que possible. Parfois, cela ne te permet pas de gagner ainsi. Il faut que la voiture soit réglée de façon à te permettre d'aller encore plus vite. C'est pour ça qu'il y avait le rallycross. Est-ce que c'est justement un apprentissage condensé du rallye? Oui, le rallycross faisait partie de cet apprentissage condensé. Parce qu'en rallycross, j'ai découvert beaucoup de nouveaux réglages, n'est-ce pas? Parce que là-bas, cette discipline dure en tout 3 ou 4 minutes. Donc tu dois démarrer extrêmement bien et rapidement, avoir une voiture parfaitement réglée, et tout doit être parfait dans un laps de temps aussi court. Donc tu te bats pour des fractions de secondes vraiment minuscules. Donc ça m'a aussi renforcé en tant que pilote et en tant que compétiteur plus expérimenté. C'est justement ça qui m'intéressait le plus, parce que tu n'as pas encore le temps de faire des rallyes WRC dans ton emploi du temps, et je pense que c'est pareil pour les motos et les voitures. Plus les courses sont condensées et plus les sprints sont courts, plus les réglages ont un impact sur la voiture et la moto. Bien sûr, en rallycross, la course est très courte, donc en réalité, beaucoup de choses se jouent dès le départ, c'est-à-dire que tout se décide sur les 150 premiers mètres, peut-être 300 mètres, mais le départ compte énormément, par exemple. Bien sûr, au Dakar, c'est un peu différent, mais si l'on regarde l'ensemble de la spéciale et ensuite les écarts à la toute fin de la spéciale, il s'avère que les différences sont d'environ, je ne sais pas, 1 seconde, moins d'1 seconde par kilomètre. Donc sur 1 kilomètre, moins d'1 seconde, c'est parfois simplement le fait de relâcher l'accélérateur une seule fois. Donc même sur une spéciale de 400 km, nous nous battons pour des fractions de seconde. Et c'est aussi très difficile car il est très compliqué, par exemple au Dakar, d'avoir une vitesse maximale rapide sur tous les terrains. Parfois,
Il y a des endroits où il faut vraiment ralentir et parfois tu peux rouler extrêmement vite et il faut beaucoup adapter sa vitesse parce que soudainement la vitesse change, le rythme change, la moyenne de la spéciale change et tout à coup tout le monde se perd ou alors il y a par exemple beaucoup d'accidents parce que le terrain a complètement changé, n'est-ce pas? On roule sur un désert plat avec du sable et soudain on se retrouve dans les montagnes avec des pierres. La concentration est aussi un mystère pour moi parce que j'imagine que tu peux te concentrer au maximum sur une course qui dure 5 ou 10 minutes en rallycross. En moyenne, combien de temps dure une spéciale? Si tu devais deviner combien d'heures dure une spéciale, une concentration totale comme ça, alors supposons que c'est environ 4 ou 5 heures chaque jour. Comment est-ce possible? C'est difficile. Certainement, par exemple, une de mes techniques que je peux révéler, c'est qu'après 2 ou 3 heures, quand je sens que je commence à me déconcentrer, je commence à me répéter un chiffre dans la tête et alors l'esprit se concentre très facilement sur une seule chose très simple. Donc le reste commence à fonctionner très vite par réflexe et tu reviens quelque part avec cette concentration, même si, oui, c'est difficile. C'est difficile de tenir, mais tous les concurrents vraiment en tête de course vont jusqu'au bout. Ce n'est pas comme si tu faisais 300 km et que sur les 100 derniers, tout le monde roule à peine. Non, là-bas, il s'agit tout le temps de grappiller ces secondes et souvent, ce sont même les 10 ou 20 derniers kilomètres qui sont décisifs parce que les écarts sont presque identiques et sur les derniers kilomètres, tu peux encore gagner plus de temps. Donc, c'est compliqué, mais ce qui nous maintient constamment sous adrénaline et en concentration, c'est certainement la navigation parce que cette année, il y avait tout le temps quelque chose de difficile. Donc en réalité, jusqu'à la toute fin, on ne pouvait pas relâcher parce que quelque chose pouvait à tout moment te déstabiliser. La voiture aussi était complètement nouvelle pour toi cette année. Comment obtient-on une voiture d'usine Toyota? Tu dis « Bonjour, je suis Kuba, s'il vous plaît ». Et eux, ils disent « D'accord, tu peux avoir une telle voiture ?» En ce moment, je dis « Bonjour, je suis Kuba » et cela suffit. Même si c'est vraiment beaucoup de travail et il faut certainement avoir des résultats sportifs et avoir du rythme. Donc pour simplifier, c'est un peu comme ça que ça s'est passé cette année. Même si notre Toyota Hilux a, on peut le dire, parfaitement rempli son rôle, nous n'avons eu aucun problème. Tout s'est passé comme il fallait, c'est-à-dire que la voiture a été fiable du premier au dernier tronçon. C'était donc le plus important car c'est toujours une source de stress. Même la meilleure voiture testée à fond peut toujours tomber en panne au Dakar car il y a tellement de variables, le terrain est si difficile, cela dure si longtemps que ce n'est vraiment pas si simple. Donc notre voiture a tenu le coup. Elle a été fabriquée en Afrique du Sud par l'usine Toyota Gazoo Racing et elle n'a pas abandonné, donc j'en suis heureux. Combien de voitures de ce type produites ainsi ont participé au rallye? Il y en avait quelques-unes, quelques voitures. Bien sûr, Nasser Al-Attiyah conduisait Jenny Debbie aussi et il y avait plusieurs voitures identiques. Comment le compares-tu à la Mini avec laquelle tu as probablement parcouru le plus de kilomètres en rallye? J'ai commencé ma carrière, on peut dire, en voiture de rallye avec la Mini, donc c'est la voiture que je connaissais le mieux. On peut dire qu'en termes de vitesse, les voitures sont très proches. La Toyota, en revanche, se conduit certainement beaucoup mieux. Elle est plus agile, ça veut plus typé rallye. Cela vient un peu de la géométrie de la suspension et c'est certainement beaucoup plus agréable sur les bosses et les trous. Mais à la fin de la spéciale, si on compare ces voitures, elles sont pratiquement identiques et c'est justement le but que les pilotes puissent se battre et que la compétition soit, on peut dire, une rivalité entre les conducteurs et non entre les machines. Cette Toyota sonne bien? Elle sonne bien parce que nous avons un moteur V8 de 5 litres, donc c'est, on peut dire, un moteur classique, un gros moteur à essence où à chaque changement de vitesse, il pétarade et fait vraiment forte impression. Je voulais juste savoir brièvement à quoi ça ressemble maintenant, parce qu'on sait les années sont ce qu'elles sont. Ce n'est plus une question d'années, mais bien d'années. On sait ce qu'on vit. Comment le Dakar a-t-il changé avec toutes ces restrictions? Est-ce que c'était très différent? Il y avait des restrictions. C'est bien qu'il y en ait eu, mais heureusement, elles ne nous ont pas affectés. C'est sûr que ça a un peu augmenté le stress, parce qu'avant de partir, nous devions avoir un test négatif. Ensuite, après, quand nous sommes arrivés en Arabie Saoudite, 48 heures de quarantaine et encore un test. Et là, pour ce deuxième test, tu attends un peu avec impatience parce qu'en réalité, si tu reçois un résultat positif, c'est fini. Toute une année de préparation, tout, on peut dire, eh bien, la course s'arrête complètement. Mais même plus loin, en développant ce sujet,
mon copilote, c'est pareil, c'est aussi risqué. Donc si jamais lui, par exemple, avait un résultat positif, alors là, eh bien, on ne pourrait pas non plus prendre le départ. Donc c'était un moment assez stressant au Dakar. Même après ces tests, certaines personnes qui faisaient les tests en même temps que nous avaient déjà leurs résultats, alors que nous ne les avions pas et nous ne savions pas non plus pourquoi. Il y avait donc ce stress et ce n'est que le lendemain que nos résultats sont arrivés. Donc cette nuit-là n'a pas été très agréable parce qu'on ne sait jamais, tout simplement. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Et ensuite, une fois que nous sommes arrivés au bivouac, tous négatifs, il n'y a eu aucun problème. Bien sûr, nous portions des masques, une certaine distanciation était respectée, mais il ne s'est plus rien passé. Et après le Dakar, tout le monde a fait des tests. Et en réalité, il s'est avéré que tout le bivouac est rentré négatif en Europe. Donc c'était complètement stérile. Stérile. Et ici, ça a très bien fonctionné, ce système. À propos du système. Le système de navigation, les roadbooks électroniques, qu'est-ce que Timo t'a dit après la première étape ? Timo m'a dit après la première étape qu'il était difficile de lire cet iPad parce que la plus grande différence, c'est qu'avant, les copilotes tenaient le roadbook à la main, donc avec les vibrations, ils pouvaient d'une certaine manière s'aider un peu avec leurs mains. Et maintenant, cet iPad s'est fixé en permanence au tableau de bord où il vibre avec toute la voiture, donc il est beaucoup plus difficile tout simplement de voir visuellement ce que le copilote doit lire. Donc c'était certainement la première grande difficulté. La deuxième difficulté, c'était que toutes les cartes sont chargées le matin, juste avant la spéciale. Le copilote navigue en direct, il lit quelque chose dans le roadbook, il doit me le transmettre, je dois le voir. Nous roulons à la vitesse maximale, 160, 180 km à l'heure, et soudain il dit « après cet arbre à droite, après ce palmier à gauche, sur la dune, entre ces rochers ». Et tout cela se passe tout simplement très vite parce que 100 ou 200 mètres, c'est souvent une demi-seconde. Donc souvent, tu vois déjà quelque chose et tu dois déjà y être. Incroyable. Mais en même temps, tu as mentionné que grâce à cela, le copilote pouvait ensuite, il avait plus de ce temps. Il ne se sentait pas perdu après la spéciale. Les copilotes ont eu beaucoup de temps cette année pour la première fois dans l'histoire. Les pilotes et ça a été déjà habitués à cela dans les voitures. Et pour les copilotes, leur rythme a un peu changé maintenant, mais je pense que tout le monde en a un peu profité car les chances se sont aussi beaucoup égalisées. C'est un peu comme si personne ne travaille vraiment plus. Tu n'as pas à sacrifier ton sommeil car tout le monde a simplement la même chance le matin. Tu as le roadbook et tu dois simplement commencer à le lire soudainement. Bien sûr, ce sont surtout les motards qui en ont le plus profité car ils n'ont pas à le préparer. Donc ils ont plus de temps pour récupérer, ce qui les rend tout simplement plus forts. Et il n'y a plus non plus ce stress lié au temps au bivouac, donc il me semble que c'est une bonne direction et que ce sera comme ça à l'avenir. Eh bien justement, n'oublions pas les motards, car après tout, c'est une chaîne moto, mais nous avons un attachement particulier pour toi, parce que d'abord, ce sont des Polonais dans le plus grand rallye, et toi aussi tu es motard. Seulement tu as choisi la voiture, mais tu restes un motard. Je comptais vraiment sur le fait que ces roadbooks, avant tout, égaliseraient les chances, que cette meilleure récupération améliorerait la sécurité. La première semaine semblait prometteuse, car il n'y a pas eu d'accident grave. Malheureusement, la deuxième semaine a montré qu'ils sont apparus. Selon toi, était-ce un terrain difficile, cette navigation, ou peut-être simplement ce groupe très serré? Tout simplement parce que les temps, aussi bien en voiture qu'en moto, étaient extrêmement rapprochés. Est-ce que cela a fait, par exemple, qu'au cours de la deuxième semaine, les gens ont commencé à accélérer davantage? D'après toi, de quoi s'agissait-il? Comme c'était le cas sur ce Dakar, pendant les 5 premiers jours, c'était très rapide. Puis soudain, lors de la 6e étape, si je me souviens bien, le rythme change complètement. On passe de sections très rapides où tu te bats vraiment à chaque fois que tu relâches les gaz, où il faut garder l'accélérateur à fond sur toutes les crêtes, à un terrain qui devient soudainement un peu dans le style du Maroc, avec d'énormes trous, une navigation très difficile et énormément de pierres. Tu dois commencer à faire plus attention à la machine qu'à rouler très vite. Et c'était très difficile à comprendre pour tout le monde parce qu'il est compliqué de changer de rythme aussi rapidement. Et c'est sûr que ce soit à moto ou en voiture, les pierres, la quantité de pierres durant la deuxième semaine a vraiment compliqué les choses. En voiture, le problème était que nous avons eu des crevaisons, donc c'était un problème relatif. Mais à moto, comme on dit, chaque motard doit voir chaque pierre devant lui. Et quand tu as simplement une route infinie de pierres, eh bien, à un moment donné, chaque pierre finit par te déséquilibrer. Il y a eu beaucoup de chutes et c'est pour ça qu'il y a eu tant d'accidents là-bas.
Il est difficile de dire comment faire différemment à l'avenir, car c'est bien que le rallye ait été plus lent la deuxième semaine, qu'il ait été plus technique. Mais est-ce qu'avoir autant de pierres est vraiment la bonne direction? Eh bien, je ne sais pas non plus, mais si on ne fait pas passer le parcours par des pierres, alors ce sera beaucoup trop rapide, donc là non plus tout le monde n'est pas content. C'est difficile. Il me semble que l'Arabie Saoudite cherche cet équilibre, parce que le premier, qui était extrêmement rapide, était trop rapide. Là, j'étais vraiment choqué parce que le rallye avançait et je crois que c'était la 6e étape. Je regardais le reportage et je n'en croyais pas mes yeux. Par moments, ça ressemblait à un rallye de franchissement et pas du tout à un Dakar typique. Tu penses qu'ils arriveront à trouver cet équilibre? Parce que en fait, vous avez déjà traversé toute l'Arabie Saoudite. Oui, il y a beaucoup de terrain. On pourrait dire qu'on l'a traversé en entier, mais c'est un peu comme traverser la Pologne. Il n'y a qu'une seule étape qui traverse la Pologne parce que c'est à peu près cette distance. Donc en Pologne, tu peux traverser, je ne sais pas, le désert de Błędów et avoir, disons, plus de sable, mais si tu passes près des montagnes, tu auras plus de pierres en quelque sorte. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il faudra certainement trouver une idée ici. Il se peut que les voitures se roulent justement davantage sur ces pierres, tandis que les motos suivront un itinéraire, je ne sais pas, plutôt dans le sable, sans pierres. On verra bien comment ce sera l'année prochaine. Découpage des pneus, maître de la vulcanisation. Toi et Timo, 13? Oui, 13 pneus crevés. Nous ne sommes certainement pas les recordmen. Il y avait beaucoup de concurrents qui ont fait mieux, mais le nombre de pneus coupés faisait aussi partie du jeu sur le Dakar cette année, car sur une seule étape, nous avons coupé 4 pneus. Mais ce n'est pas comme si ces pneus se coupaient très facilement, c'est comme ça. Tu roules simplement sur une route interminable pleine de pierres, tu vas très vite et de temps en temps, une pierre coupe le pneu alors que des millions d'autres ne l'ont pas fait. Donc, on n'a jamais la certitude de savoir quelle pierre sera justement celle qui va couper le pneu. Et il y a eu un moment un peu risqué parce qu'on a crevé 4 pneus, on en avait 3 de rechange, donc il nous en manquait déjà un et on ne pouvait plus continuer à rouler, il a fallu le réparer, donc on perd du temps. Comment répare-t-on un pneu coupé par une pierre dans le désert? Il existe, on peut dire, des bandes issues de la vulcanisation, des sortes de bandes que l'on enfonce dans le pneu. Et bien sûr qu'on en a mis beaucoup dans le pneu et ça a un peu fonctionné. On a encore parcouru 100 km, mais à 100 km de l'arrivée, il n'y avait plus rien à faire et un autre concurrent nous a aidés. Il nous a donné une roue et nous avons pu atteindre l'arrivée. D'accord. On ne peut pas prévoir ça ni dire que ces rochers sont simplement différents en Arabie. Parce que ces problèmes, quel était ton record lors des précédents Dakar? En Amérique du Sud, il n'y avait pas du tout ce genre de problème. D'accord, tu crevais un pneu au moment où tu heurtais une trop grosse pierre, donc c'était une erreur, mais on pouvait prévoir ce qui allait se passer. Et ici, c'est comme s'il y avait des rochers cachés sous le sable, de sorte que lorsque la roue travaille, on ne voit pas ce rocher, et elle coupe simplement le pneu au moment où l'on roule, et on ne le sent même pas. Donc c'était le plus difficile pour nous à comprendre comment cela se produit et quand cela se produit. Nous verrons donc ce qui se passera l'année prochaine. Car c'est certain que cette année, les voitures buggy ont eu un peu plus facile, c'est-à-dire les voitures à propulsion arrière, parce qu'elles ont un pneu plus grand, plus de gomme, et ils ne se coupaient pas. Nous verrons quelle sera l'idée pour l'année prochaine, afin d'égaliser encore davantage ces deux voitures, car nous courons tous dans la même catégorie, donc le plus important, c'est que ce soit le plus juste possible. J'avais prévu de poser cette question plus tard, mais je vais la poser maintenant puisque nous parlons des buggy. As-tu déjà testé une telle voiture? Ça te tente d'essayer? J'ai conduit un mini buggy à Dubaï et nous avons gagné la course avec cette voiture. Donc c'est une voiture très rapide et vraiment performante. À l'époque, il était encore un peu, disons, il manquait un peu de fiabilité, on peut le dire comme ça. Donc avec cette voiture-là, nous ne nous sommes pas vraiment affrontés en course, mais notre Toyota, en réalité, est une voiture vraiment excellente et rapide. C'est juste une question de ces pierres, que personne n'avait prévu qu'il y en aurait autant. Mais il y a une idée au niveau du règlement pour égaliser ces voitures. Soit dans nos voitures à 4 roues motrices, nous aurons des pneus plus grands, soit peut-être que les buggy auront un peu moins de puissance et alors nous pourrons rouler à égalité dès le départ. Comment ce rallye s'est-il déroulé pour toi, étape par étape, à peu près? À quel moment as-tu senti que tu étais vraiment tout près de la victoire, quoi? Ou bien as-tu attaqué à fond dès le début? Quelle était ta stratégie là-bas? Faisons un résumé rapide. Nous avons attaqué dès la première spéciale, dès le prologue. Nous savions tout de suite qu'il fallait attaquer, car je savais qu'il y aurait forcément une lutte à la fin pour
On ne sait jamais comment une course va se dérouler, mais dans cette compétition, il faut attaquer dès le début pour être dans un très bon groupe de coureurs, pour rester proche des premières places, pour rouler parmi les coureurs rapides, car c'est ce rythme qui te pousse aussi vers l'avant. Donc même sur la dernière section, même en ayant une avance assez confortable sur Nani Roma, il fallait rester vigilant, car sur ce tronçon, il y avait des pierres très difficiles, beaucoup de dunes compliquées, où en un instant, on peut simplement s'ensabler et tout perdre. S'ensabler avec la voiture dans le sable, ça peut prendre 5 minutes, mais ça peut aussi facilement durer 30, 40 minutes, voire 1 heure, et soudainement les résultats changent, ou alors se perdre pendant 20 minutes. Le temps passe vraiment très vite, donc jusqu'à la dernière étape, nous sommes restés très vigilants. En fait, je pose des questions sur des choses qui m'intriguent, parce que nous, on regarde le reportage et quand il n'y a que quelques plans, bien sûr il y a des hélicoptères qui volent, plusieurs cadreurs vous filment, mais les distances, c'est 800, 900 km. Est-ce que avez-vous des moments où, je ne sais pas, vous parlez de l'Arabie, vous discutez, ou bien tu admires ces paysages? Parce que moi, par exemple, je regarde souvent les reportages d'amateurs sur le Dakar pour découvrir le vrai Dakar. Parce que celui qu'on voit, ce n'est pas tout à fait tout ce qui s'y passe. Comment sont ces gens en Arabie, les liaisons et comment tu perçois tout ça? C'est un peu vrai, quoi. D'abord parce qu'en tête de course et sur la spéciale elle-même, c'est simplement une lutte pour les secondes. Donc on fait peu attention à ce qui se passe autour. On ne fait attention qu'à ce qui est devant nous, à la piste et à comment la parcourir le plus vite possible. Nous avons aussi beaucoup de liaisons, c'est-à-dire 100-200 km sur l'asphalte le matin, 100-200 km sur l'asphalte l'après-midi. Et ces liaisons nous montrent vraiment à quoi ressemble le pays, car là, on ne fait pas la course, mais on roule simplement, donc on peut admirer le paysage. Bien que l'Arabie Saoudite soit un pays étrange, car la plupart du temps, c'est totalement plat, plat à perte de vue, et soudain surgissent soit d'énormes montagnes, soit d'énormes rochers, mais partout ailleurs, c'est plat. Donc c'est ce type de relief. Donc ça, c'est sûr que nous l'avons vu. La mer Rouge nous a certainement impressionnés. Nous étions à côté, c'est de là que nous sommes partis. Nous avons parcouru une étape où il y avait cette étendue d'eau bleu azur et tout de suite, tout le monde a sûrement pensé aux vacances et à quel point il serait agréable peut-être, au lieu de courir aujourd'hui, de se reposer un peu. Donc c'est vraiment là que nous découvrons le plus de choses. Même si ce n'est pas vraiment du tourisme comme on le voudrait, parce qu'on reste tout le temps concentré. En Amérique du Sud, il y avait des foules de supporters. Certains disaient même qu'il y avait trop de monde pour un Dakar. En Arabie, ces supporters apparaissent aussi. J'ai vu, on voit là-bas des photos du thé, pas du thé avant la spéciale, mais toi, comment tu perçois ces gens? En Amérique du Sud, il y avait énormément de supporters. C'était des millions de personnes qui encourageaient sur les liaisons. En quittant le bivouac à 3 heures du matin, il y avait des gens partout, tout le temps. L'Amérique, l'Arabie Saoudite, c'est différent. Bien sûr, il y avait moins de monde, mais les supporters étaient sans doute beaucoup plus passionnés de sport automobile, car très souvent, ils se tenaient à des endroits où l'on pouvait vraiment voir la vitesse totale de la voiture. Ils se plaçaient à l'intérieur du virage, là où c'était sûr, mais ensuite, quand ces images nous parvenaient depuis leur téléphone, ça faisait vraiment impression. Donc il semblait qu'ils s'y connaissaient davantage, savaient comment filmer, ou alors ils conduisaient eux-mêmes pour le plaisir sur les dunes, dans le sable. Donc c'était sans aucun doute des supporters plus expérimentés. En ce qui concerne les relations humaines, comment les meilleurs réagissent-ils à ta présence? Parce qu'un jeune gars de Pologne qui commence à s'imposer là-bas, tu en dépasses déjà certains. Eh bien, Sébastien Loeb, il me semble qu'il vit ses Dakar un peu difficilement, lui qui est habitué à gagner à de nombreuses reprises. As-tu des relations quelconques ou est-ce comme dans tous les sports mécaniques de haut niveau? On se respecte, on se dit bonjour, au revoir, ou comment ça se passe au Dakar? Bien sûr, évidemment, nous nous respectons. C'est sûr que j'apprécie Carlos Sainz parce qu'avant ou après une spéciale, on discute beaucoup ensemble. Surtout avant, car c'est là qu'on a le plus de temps, donc j'ai une très bonne entente avec lui. On peut dire que c'est une relation amicale, une conversation entre collègues. Que ce soit Carlos ou Stéphane Peter Hansel, c'est pareil. Tout le monde est sympa. Moi, c'est sûr que je suis respecté parce que je suis aussi un jeune pilote qui a commencé à apparaître ici. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. C'est sûr que quand on roule sur la spéciale, tout le monde sait qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on va se battre, qu'il faut faire attention à nous, qu'on saura probablement bien gérer la navigation. Donc, on fait vraiment partie de la tête de course parmi les voitures qui participent.
Pour finir, je voudrais encore te demander ce que tu penses de nos motards polonais. Ils n'ont vraiment pas eu de chance cette année. Tu as de l'espace, on a un peu vu ça. Tu allais les voir sur leur bivouac. Tu as toujours la possibilité de t'occuper un peu d'eux, de leur donner quelques conseils. Cependant, ils sont de plus en plus expérimentés. Ils devraient donc aussi devenir de plus en plus indépendants. Par exemple, j'ai pas mal parlé avec Maciek Giemza cette année, aussi parce qu'il avait plus de temps justement du fait qu'il ne faisait pas le roadbook. Donc c'est aussi pour ça. Alors on a discuté autant que je pouvais. J'ai toujours essayé de lui donner des conseils, même si cela change tout le temps. Tout change constamment. Ces compétitions sont un peu différentes chaque année. Il faut se battre avec d'autres choses. Mais je pense que Maciek utilise quand même certains des conseils que je lui ai donnés, car il avait une très bonne moto. Tout fonctionnait bien techniquement, donc c'est toujours agréable de voir comment la moto évolue aussi, comment elle se développe techniquement. Donc je croise les doigts pour les garçons là-bas. C'est certain que Maciek était à un moment où justement c'était ce moment décisif, où il est passé d'une grande vitesse à une vitesse lente et il est simplement tombé quelque part et n'a pas pu finir la course. Et s'il avait survécu à cette étape, il aurait déjà été prêt pour les suivantes. Ce sont des étapes tellement difficiles techniquement qu'il ne se serait plus laissé avoir. Ces motos, vraiment. Les voitures impressionnent par la compétition, mais les motos, je commence personnellement à avoir peur parce que le rythme que le peloton de tête impose, quand je regarde, je ne connais pas la plupart, je connais les nôtres, nos Polonais, mais je ne connais pas les autres. Et maintenant, j'ai peur pour tous ces motards, tout simplement. Quand vous discutez au bivouac, est-ce que le respect pour les motards grandit de plus en plus? Est-ce que vous regardez, et surtout toi qui as roulé à moto et qui conduis maintenant des voitures, tu passes sur la spéciale et tu te dis « mince, ici on ne devrait pas rouler aussi vite à moto ». Les motos vont très vite. Les motos ont toujours roulé vite, c'est certain, c'était un peu comme ça. Il me semble que les motos ont toujours roulé vite, mais maintenant les voitures vont encore plus vite. Simplement parce que technologiquement, les voitures ont énormément évolué, alors que dans les motos, il y a juste une énorme course à la performance. Ce qui est bien avec les motos, c'est qu'au niveau de l'équipement, toutes les motos sont pratiquement identiques. Donc la compétition entre les différentes usines est très équilibrée. Un stress énorme, bien sûr, car il est très facile de commettre une erreur en quelques minutes, comme on l'a vu dans les résultats. Un jour, un pilote gagnait. Le lendemain, il perdait beaucoup, car ouvrir la piste est très difficile, donc cela changeait beaucoup. Mais c'est sûr que ça va rester comme ça. Le système des airbags que les motards ont maintenant est vraiment bien, car en cas de chute, il y a un capteur qui détecte la surcharge et l'airbag se gonfle, ce qui rend tout beaucoup plus sûr. Donc c'est vraiment une bonne direction à prendre. Bon, alors, on fait quoi? Nous, on croise les doigts pour un changement de réglementation afin que tu n'aies pas à trop bricoler ta voiture. Et alors, quand auront lieu tes premières courses en Coupe du Monde? Pour l'instant, on va commencer plutôt par le drift, donc avec la voiture qui est derrière nous, même si elle n'a pas encore l'air prête. Et dans la seconde moitié de l'année, on va réfléchir et regarder le calendrier de la Coupe du Monde, parce que cette période est un peu décisive avant le Dakar. Bon, on croise les doigts. 2 fois la 4e place. Si tu termines la prochaine, je pense que ça ne pourra pas être pire. Super, merci beaucoup, merci. Je te soutiens, salut.